En termes de stratégie, on a coutume à dire, si tu veux savoir que la réaction de l'humain, comment l'être humain se comporte, refais-toi plutôt à son passé. Comment cette personne s'est comportée dans le passé. Car l'être humain ne change pas. Même l'histoire, si tu veux savoir, sonder le présent, refais-toi dans le passé. Comme on a coutume à dire aussi qu'il n'y a pas de nouveau tel que sur le soleil. Tout ce que nous vivons la Terre, l'histoire se répète tout simplement. Tu peux être peut-être en train de te poser la question, mais Thierry, de quoi tu parles? Non, ici n'est pas une question de théorie du complot. Je te relate tout simplement les faits. Les choses qui se sont reproduites dans l'histoire. Et quand je parle ici histoire, tu peux te dire, mais Thierry, nous sommes sur une chaîne business. Nous sommes sur une chaîne qui parle d'entrepreneuriat, qui parle d'agriculture, qui parle d'élevage, qui parle de comment gagner de l'argent. Mais bien sûr, l'histoire, il y a une histoire économique. L'économie fait partie de l'histoire fait partie de l'économie. Il faut s'intéresser à tout ça. C'est pour ça que j'ai coutume à te parler de jeux économiques, de jeux stratégiques, de jeux politiques, de sociologie, de comment, de l'histoire, c'est-à-dire que de comment les empires sont nés, comment les empires ont prospéré, et qu'est-ce qui a créé dans la déchirure de ces empires-là. Je te parle ici de mindset, d'état d'esprit, de développement personnel. Je te parle ici de comment prendre soin de ton être, de ta santé. C'est ça qui fait l'économie. Le développement personnel, c'est ça en fait. C'est l'ensemble de ces savoirs-là qui font en sorte que tu sois la personne que tu es aujourd'hui, une personne aguerrie, une personne qui est une personne qui voit le monde en 360 degrés. Oui. Malheureusement, j'ai coutume des fois à te dire que je ne suis pas coach. Tu vois qu'ici, je viens t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Quand je dis que je ne suis pas coach, c'est parce que je n'ai pas envie de porter cette étiquette-là. Je suis un faisant. Quand je dis que je suis visionnaire, c'est parce que tout ce qui se passe ici, il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Donc, de quoi je vais te parler là maintenant? Je dis que l'heure est encore très grave. Si tu as l'habitude de suivre la chaîne, tu verras que chaque chose que je dis ici se vérifie. Ce qui me fait encore peur, c'est que l'Iran vient d'annoncer que, dorénavant, tous les pays qui voudraient acheter le pétrole ou vendre le pétrole doivent acheter ou vendre en yuan. Le yuan ici, c'est quoi? C'est la monnaie chinoise. Tout acheteur de pétrole qui passe vers le détroit d'Ormuz doit acheter son pétrole en yuan. Ça t'explique quoi? Je ne t'ai pas fait la révélation du phénomène du pétrodollar. C'est quoi le pétrodollar? Je vais donc t'expliquer pourquoi est-ce que l'Iran va imposer que le pétrole soit acheté cette fois-ci plutôt en monnaie chinoise. Pendant que les missiles sont en train de se lancer, les bombardements sont en train de se faire. Mais l'Iran va plutôt parler de la monnaie. Tu comprends donc que plusieurs conflits, plusieurs batailles ne se sont pas gagnées sur les champs, sur les tirs. Donc tu comprends que la bataille aussi se gagne sur le plan économique. Et en parlant, tu as dit que du dollar et du pétrodollar, la faiblesse de l'Amérique se trouve sur le pétrole. Ou le point fort, si c'est sa faiblesse, c'est son point fort. Son point fort se trouve sur le pétrole. C'est quoi le pétrodollar? Je t'ai fait une vidéo dessus, où je t'ai annoncé la fin du pétrodollar. Donc tu vois ici que les analyses que je partage ici avec toi, c'est des analyses hautement pointues. J'ai coutume à te dire, je pourrais conseiller plutôt les capitaines d'industrie, conseiller même certains chefs d'État. Tu vois que c'est un des dirigeants, que c'est un haut dignitaire iranien qui dit que dorénavant, les pays doivent acheter le pétrole avec la monnaie chinoise. Qu'est-ce que l'Iran est en train de susciter là? L'Iran est en train de taper le porte-monnaie américain et met la Chine en pole position. Mais on est aussi curieux de savoir que la Chine depuis ne réagit pas. On sait que la Chine aussi, elle a décidé de ne pas venir s'imposer sur le plan militaire, mais la Chine s'impose sur le plan économique, sur le plan commercial. La bataille est rude. Tu sais peut-être tenté de me dire, mais c'est quoi le phénomène pétrodollar? C'est pour ça qu'il faut suivre les vidéos. Et tu vois que mes vidéos, c'est des vidéos d'enseignement, c'est des vidéos d'éducation.
Je vais te parler du pétrodollar, je vais te parler, voilà l'information aussi. En même temps aussi, on est en train de parler de l'Amérique est en train d'accuser le coût. L'Amérique est en déficit sur le plan, c'est-à-dire que les munitions. Oui, l'Amérique est en déficit sur le plan des munitions. L'Amérique a demandé à la Corée du Sud de lui envoyer que ça, le système de défense qui intercepte les missiles. Qu'est-ce que ça peut aussi? Qu'est-ce que ça augure? J'ai partagé ici des enseignements en vous disant que le système capitaliste est venu détruire le système de productivité, est venu détruire les industries en délocalisant toutes les industries, c'est-à-dire qu'en Asie, parce que le système voulait faire du profit, le système voulait en même temps éviter la pollution, de polluer c'est-à-dire que leur zone géographique. Le système voulait bénéficier de la main-d'œuvre moins chère asiatique. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, c'est l'Asie qui domine sur le plan industriel. Et que les Occidentaux sont restés uniquement avec les services. Donc, avec les brevets, de le savoir-faire, le savoir-faire, le brevet. Donc, ce qui fait que, total et totaux, l'Occident se trouve avec une main-d'œuvre très coûteuse parce qu'aller fabriquer un char, bien que ce char-là soit, c'est-à-dire inondé de technologies, faire un char ici en Occident, ça peut prendre 8 mois pour fabriquer un char. Ne parlons même pas des avions, c'est-à-dire que de chasse. Un avion de chasse, ça peut même prendre 1 an. Est-ce que tu vois le retard? Alors qu'en Asie, en Chine, eux, ils fabriquent, c'est-à-dire que ils ne sont pas, ils n'étaient pas peut-être sur la pointe de la technologie, maintenant ils sont en train d'innover, mais ils fabriquent à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Aller fabriquer un porte-avions, ça prend plus de 10 ans. Imagine 10 ans. Et quand tu es en période de conflit comme ça et que tu as besoin d'un porte-avions, tu prends ça où? Voilà là où ils en sont aujourd'hui, qu'ils sont à court de munitions, bien qu'ils aient des armes hyper sophistiquées, mais parce que c'est hyper sophistiqué, ça demande ça demande trop de temps pour être construit. Ça demande trop de réglementation. Ça demande trop de normes. C'est tellement coûteux. C'est trop cher. C'est là où la Chine les bat, en fait. C'est là où la Chine. Et tu vois, l'Iran est resté en autarcie pendant plus de 40 ans, a développé, c'est-à-dire que ses propres armes. Certains sont même artisanales. Les armes sont artisanales. C'est la stratégie. Artisanale, fabriquée en masse. Fabrique ses propres drones. Un drone a une valeur, c'est-à-dire que de 20 000 ou 25 000 euros. Un missile a une valeur, c'est-à-dire de 2 millions d'euros. Et pour faire un missile, il faut, c'est-à-dire que prendre, par exemple, 6 mois. Alors que le drone, les gars, en 2 semaines, ils te fabriquent le drone. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, production de masse. Ils ont donc asséché, c'est-à-dire que les industries ici, ce qui fait que aujourd'hui ils sont dans le design, la qualité. Tu vois, un peu comme la France. La France, sa renommée, c'est-à-dire que c'est sur la qualité, le prestige, le savoir-faire artisanal, tu vois, la haute couture de luxe. Dis-moi, une robe Dior, une robe Yves Saint Laurent, une robe, dis-moi ces marques-là, ou même les sacs Lancel, Chanel, c'est fait de façon, c'est-à-dire que c'est coûteux, c'est cher, mais pour fabriquer un sac, ça prend du temps. Alors qu'en Chine, ils fabriquent de façon industrielle. Voilà là où nous en sommes. Voilà ce que la mondialisation a apporté. Mais ce que je voudrais aussi te dire, je t'ai dit qu'il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Qu'est-ce que l'Amérique est encore en train de faire comme erreur là maintenant? Ou nous qui voyons, nous les visionnaires, nous sommes en train de voir, où je vous interpelle depuis là-dessus. L'Amérique est en train de répéter la même erreur qu'elle a commise en 1930. Nous, c'est en 1930. En pleine, il y a eu la grande répression, la grande répression qui a eu lieu en 1929. Le président qui était élu, le président Herbert Hoover, a été élu en 1930. Et donc, il a hérité de la grande répression.
Quelle est l'erreur que le président Taeko Uber a fait à l'époque? Et que Donald Trump aussi est en train de faire pareillement. Il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Donc peut-être avant d'aller plus loin, pour toi qui me découvre pour la première fois, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle d'agriculture, on parle d'élevage. Je viens t'apprendre ici à désapprendre. Oui, j'insiste dessus, apprendre à désapprendre. Peu importe le niveau académique que tu as. Le système t'a appris ce qu'elle voulait ou ce qu'il voulait que tu comprennes. Le système académique t'a donné ce qu'il voulait qu'on comprenne. Donc, désapprends ça, désapprends, réapprends maintenant. Oui, monsieur. Ne me regarde pas, tu me dis que j'ai bac 150. Non, 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 non. Le système académique t'a appris quoi? À venir réciter, à être docile, à ne pas questionner, à ne pas te questionner, à ne pas poser des questions, à être fidèle, à travailler, à attendre 40 ans pour attendre ta retraite. Pendant ce temps, tu travailles pour qui? Qui c'est qui a conçu ce système? Est-ce que tu te poses la question que pendant que tu travailles, ça profite à qui? Ça demande du courage. Hein? Je sais que je vous amène à un certain level. C'est pour ça que je suis venu vous recommander qu'on aille développer que nos richesses endogènes, notre science, notre technologie, notre culture, notre agriculture, notre spiritualité, nos traditions, de façon endogène. Peu importe le prix que ça va prendre. Même s'il faut que travailler à la main présentement, tu vas comprendre pourquoi. Tu vas finir par comprendre pourquoi. Quand je te demande d'aller produire le manioc, le macabo, le taro, la banane plantée, l'igname, le sorgho, le mil, le poivre, le njasson, le bitakola, l'igname, le fonou, le niébé, le haricot, c'est pour qu'on soit autonome, les gars. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui. Écoute très bien ça. Tu vas peut-être me dire, mais Thierry, tu ne nous parles que de l'agriculture. Mais je suis dans le thème, mon gars. Nous sommes dans le thème. Je ne suis jamais parti du thème. Comment tu vas parler d'agriculture si tu ne sais pas qui contrôle le système? Comment tu vas parler d'agriculture si tu ne sais pas, si tu n'es pas autonome sur l'énergie, sur les intrants, qui sont les semences, si tu n'es pas au contrôle de l'économie même, si tu ne comprends même pas comment la monnaie fonctionne, si tu ne sais même pas l'idéologie vers laquelle tu vas, comment tu peux te sentir libre? Pendant que tu travailles, tu sais que ça profite à qui? Donc regarde, voilà donc la même erreur qui s'est produite en 1930. Quand je dis 1930, tu vois qu'en 1929, il y a eu la grande dépression. L'économie américaine s'était effondrée. L'économie américaine s'est effondrée pourquoi? Parce que je t'ai expliqué qu'en 1919, on a fait entrer plusieurs tech américains, on les a poussés à aller investir en bourse. Parce que avant 1929, il n'y avait que les riches qui investissaient en bourse, qui étaient dans les marchés financiers. Il y avait 500 000 personnes, 500 000 riches. Mais il y a un Américain, un banquier, qui a flairé le filon, toujours, qui a monté un système de Ponzi, qui a amené, c'est-à-dire que les familles américaines, la population moyenne, allaient investir en bourse. Accorder des crédits pour que les gens investissent massivement en bourse. Inciter les personnes à aller investir dans les grosses compagnies américaines, les grosses industries. General Motors, General Electric, Ford, la JP Morgan, toutes ces grandes institutions-là, les grosses compagnies telles que de Rockefeller, tout le monde est allé vers la finance. C'est vrai que les premières années, tu vois, il y avait un engouement, tu vois, comme tous les autres, hein, comme tout investisseur ordinaire, on sait que les investisseurs ordinaires vont toujours quand il y a l'euphorie. Vont quand il y a l'euphorie. En même pas 3 ans, tu vois, ils sont passés de 500 000 personnes qui investissaient en bourse à plus de 8 millions de personnes qui ont commencé à investir en bourse. D'autres banques commerciales ont vu ça, sont rentrées dans le jeu, ont commencé à accorder des crédits, ont poussé les personnes à aller hypothéquer leur maison pour aller investir en bourse.
En même pas 5 ans, on avait comme ça plus de 15 millions de familles américaines qui investissaient en bourse. Beaucoup en étaient fiers. Ah, je possède les actions telles que General Motors, je possède les actions Ford, je possède les actions telles que JP Morgan, je possède. Et en 1929, arriva ce qui arriva. La grosse crise, la grosse catastrophe. Parce que pendant que les gens allaient investir, c'est-à-dire qu'en bourse, quels sont ceux qui souffraient? C'est les agriculteurs, les agriculteurs et les éleveurs américains qui ont commencé à souffrir. Parce que tout le monde délaissait, c'est-à-dire que les plantations, les agriculteurs n'avaient plus d'argent pour qu'on les finance. Parce que tout le monde, les banquiers tels que donnaient de l'argent tels que plutôt à la population d'aller investir sur les marchés. C'est pour ça que tu m'entends te dire que c'est les marchés qui sont venus détruire l'économie réelle. Comme tout le monde était porté vers les marchés, ça a commencé à détruire l'économie réelle. Donc détruire les agriculteurs ne s'en sortaient plus. Détruire les commerces de proximité, détruire les petites et les moyennes entreprises. Voilà comment la grosse récession telle qu'elle est arrivée, la grosse crise financière de 1929 est arrivée. Donc quand le président, que je donne son nom, c'est le président, je te dis, Herbert Hoover. Donc quand il arrive, il instaure donc le America First. Ça ne te rappelle pas quelque chose? En 1930, il instaure le America First. Il commence à dire qu'il va imposer les taxes afin de pouvoir faire décoller, c'est-à-dire voilà, que pour donner la force aux agriculteurs américains. C'est pas la même chose qu'en 2026, là, Donald Trump nous a fait. Donc, il instaure dans les taxes pour pouvoir relever l'agriculture américaine. Quand il instaure ça, qu'est-ce que les autres corporatifs voient? Ils vont aussi le voir que non. Il faut aussi taxer, c'est-à-dire que lourdement, notre secteur, afin que notre secteur aussi puisse se relever. Tu as des penseurs comme Harry Ford qui sont allés voir le président en disant que, Monsieur le Président, vous êtes en train de faire une grave erreur. Mettre les taxes là, que ça va plutôt plomber l'économie. Beaucoup d'industriels sont allés voir le président que non, en mettant les taxes là, tu vas nous plomber l'économie. Il s'en est entêté, hein, un peu comme tu vois notre type qui est ici. Il a maintenu ses taxes. Le truc, c'est qu'il n'est pas resté uniquement dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Il a étendu aussi sur d'autres corps de métier. Tu vois, les corps de métier de l'Amérique profonde. Quand tu entends les magas, l'Amérique profonde. Tout de suite, qu'est-ce que ça a impacté? Ça a commencé à impacter l'économie extérieure. Les Canadiens, tout de suite, le Canada, tu sais que le Canada exporte beaucoup aux États-Unis. Le Canada s'est senti frappé tout de suite. Le Canada aussi a mis les sanctions. Ce n'est pas en train de te rappeler quelque chose. Je parle de 1930. Hein. Tu peux être en train de te pincer en disant que, mais Thierry, c'est la même chose que nous sommes en train de vivre. Bien sûr, il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Direct aussi, ça a impacté le Mexique. Et tu sais, le Canada, lui, fait quoi? Le Canada exporte quoi? Le pétrole brut. Le Canada exporte les engrais. Et s'il n'y a pas d'engrais, les agriculteurs ne peuvent pas produire. Donc les Canadiens aussi ont imposé lourdement, c'est-à-dire que le pétrole, les engrais, certains céréales. Et voilà comment l'affaire qui était partie au départ pour pouvoir donner le pouvoir d'achat aux Américains, pour pouvoir rehausser le secteur agricole américain, ça a commencé plutôt, c'est devenu plutôt un autre gros problème, tel que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les pays qui importaient les céréales américaines, la viande américaine, comme la Chine, ils ont dit non, si c'est ça, on ne prend plus. Nous aussi, on met les taxes. Nous aussi, on met les taxes. Et au lieu que ça crée plutôt, c'est-à-dire que tu vois, du pouvoir d'achat aux États-Unis, au lieu que ça vienne redorer le blason de l'économie américaine, ça a plutôt plombé l'économie américaine. Et c'est là où tu entends parler de la Grande Dépression, telle que 1900, telle que
Ça s'est prolongé comme ça jusqu'en 1933, jusqu'à ce que Franklin Roosevelt arrive. Est-ce que tu n'es pas en train de voir la même chose là maintenant? Donald Trump est arrivé. Il a dit America first. Let make America great again. Eux qui met ses taxes. Il a dit il taxe le Canada, il taxe le Mexique. Le Canada aussi a retiré tous les produits américains des rayons. Vous avez vu ça? Le Mexique aussi a fait bobo. Il a commencé en disant que non, il refoule que tous les immigrés. Il a dit il vient lutter contre la consommation de drogue. Au départ, tu as vu la bombe de torse. Après, les partis, il dit il taxe l'Europe à 20%. Ça a commencé à créer la panique. Il dit il taxe la Chine. Ça allait même jusqu'à 100%, 150%. Qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine aussi a dit bon, si c'est comme ça, on vous taxe aussi, mais on n'achète plus, c'est-à-dire que le soja américain, on n'achète plus le maïs américain, on n'achète plus la viande américaine, parce que les Chinois, c'est les grands consommateurs de soja. Ça a impacté qui? Ça a encore impacté les agriculteurs américains. Comprends comment le système fonctionne. Moi, je ne suis pas allé entreprendre comme un bleu. On entreprend par stratégie. Ça a impacté l'économie américaine. Les Chinois sont allés acheter le soja, c'est-à-dire argentin. Et depuis, tu as vu, c'était un rétropédalage. Après, il a dit non, à la Chine, je ne vais plus vendre mes puces Nvidia. La Chine aussi a dit, je ne vends plus mes terres rares, je ne te vends plus ceci, je taxe aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le patron, le responsable de Apple qui allait voir avec Donald Trump pour dire, ah non, attention, ce que tu es en train de faire là, ça va nous coûter cher. Parce que l'Amérique produit à l'extérieur. Apple produit que ses téléphones plutôt en Chine. L'industrie américaine te dit qu'aujourd'hui c'est désertique, il n'y a plus d'industrie. Tout est en Asie. Et c'est ce qui t'explique aujourd'hui que l'Amérique soit aujourd'hui en pénurie de munitions. Que l'Amérique aujourd'hui soit en rupture de stock de munitions. Parce que les industries sont désertes. Et qu'aujourd'hui, ils ont les industries lourdes. Fabriquer un missile, fabriquer un char, fabriquer un porte-avions, fabriquer un avion, ça prend des mois et des mois. Parce qu'il n'y a pas d'industrie. L'industrie n'est pas là. Ou s'il y a une industrie, il y a énormément de réglementation. Ça coûte très cher à pouvoir implémenter. Et la main d'œuvre aussi, coûte très cher. Voilà là où ils en sont. Et tu vois donc que l'Amérique est restée comme ça sur un prestige. Les pays occidentaux sont sur ce prestige-là. Alors que lorsqu'on va gratter un peu, il n'y a rien en fait. Et c'est ça qui crée, je vous ai dit que le déclin des empires s'est créé comme ça. Parce que tu as dit que l'empire s'étend de plus en plus. L'empire dort, tu as dit que sur l'excès de confiance, comme quoi tu as dit que je suis le number one, c'est moi qui domine, j'ai ma force. Pendant que les outsiders travaillent en douce. Outsiders ici, en tant que la Chine. Beaucoup d'empires sont tombés comme ça, les outsiders travaillent de façon artisanale, multiplient. L'autre dort avec un seul arsenal, en disant que je suis le number one. Il ronfle. Non. La guerre, c'est de la durée. Toi, tu peux avoir cet arsenal-là, tu lances ça une fois, il n'y a plus rien. L'autre arsenal se lance, il lance, il finit avec toi. Et la Chine, aujourd'hui, est dans l'ère de l'innovation. Lorsque l'Occident ouvre les yeux, knockout. En parlant de pétrodollar, maintenant, tu vois pourquoi l'Iran, aujourd'hui, dit que le pétrole doit être acheté en yuan. Je t'ai expliqué ça. Lorsque l'Amérique sort donc avec de cette crise, parce que ça a duré de 1929 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la Seconde Guerre mondiale qui a sauvé l'Amérique. Parce que les Américains ont fait un plan Marshall où derrière, ils ont ouvert dans les industries pour pouvoir produire massivement les armes. Voilà encore un autre volet. Je vous ai dit à qui profite donc la vente des armes? Je vais demander qui finance les armes? À qui profite la vente des armes? Est-ce que ce business peut s'arrêter? Je vais dire que ce business ne peut pas s'arrêter dans la mesure où c'est un business qui est hyper lucratif. Aujourd'hui, c'est les financiers. Aujourd'hui, c'est entre les mains des grandes industries, c'est-à-dire que des multinationales privées. Donc, derrière, brassent énormément de sous. Et ces industries-là sont cotées en bourse.
les investisseurs investissent dessus. Ces multinationales financent, c'est-à-dire que la campagne des chefs d'État, et ces multinationales créent des emplois. C'est des industries qui embauchent des millions de personnes. C'est des industries qui font tourner l'économie. Et c'est un business qui est là, qui doit tourner. Donc, voilà donc comment en 1945, après l'après-guerre, parce que si tu veux, la monnaie a toujours été arrimée, la monnaie fiduciaire a toujours été arrimée, c'est-à-dire qu'à l'or. L'or qui est une valeur refuge. Pourquoi l'or? Parce que l'or, c'est une valeur qui est tangible. L'or, c'est une valeur, c'est un métal qu'on ne peut pas imprimer, qu'on ne peut pas dupliquer. C'est une valeur, c'est un métal qui ne pourrit pas. Tu enterres de l'or, tu reviens 100 ans après, que ça garde toujours sa valeur, c'est toujours là, ça garde tout son éclat. Parce qu'il faut comprendre que la monnaie avant, tu avais comme ça, même le cas, je te parle du poivre ici, le poivre, c'est une monnaie. Hein. Une monnaie, c'est tout ce qu'on peut compter, tout ce qu'on peut échanger, tout ce qui a de la valeur et qui ne périt pas. Les gens utilisaient le poivre avant. Avant, les gens utilisaient que les courris, les corails, les épices. Parce que les épices qui ne périssent pas, en fait. Bon, et l'or est donc ce métal-là qui rassure. L'or, chaque pays garantissait sa monnaie, c'est-à-dire qu'avec de l'or. Pourquoi est-ce que l'or aujourd'hui n'est plus arrimé au dollar? C'est le président Nixon, en 1971, qui décide que le dollar ne sera plus arrimé à l'or. Pourquoi il décide ça ainsi? Parce que lors de la guerre du Vietnam, la guerre, on parle encore de guerre, les guerres sont coûteuses. L'Amérique a dépensé énormément de sa réserve d'or pour financer, c'est-à-dire que la guerre au Vietnam. Donc l'Amérique, voyant que sa réserve d'or fondre comme neige au soleil, le président Nixon, donc, en 1971, il dit que le dollar ne sera plus arrimé à l'or. Pourquoi il décide ainsi? Il décide ainsi parce que après la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique avait la puissance. L'Europe était décimée. C'est le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre qui était puissant au 19e ou au 20e siècle. Donc, la Première et la Deuxième Guerre mondiale a détruit l'Europe, a affaibli le Royaume-Uni, et l'Amérique aussi a bien profité des failles, de la faiblesse due à la guerre de la Première et la Seconde Guerre mondiale pour affaiblir encore, c'est-à-dire que l'Angleterre. Parce que c'est la livre sterling qui était la monnaie de réserve commerciale. Donc l'Amérique s'est rassurée que l'Angleterre économiquement était essoufflée. L'Amérique a saisi, c'est-à-dire que ces points stratégiques, tu vois, les bases là aujourd'hui, partout où l'Amérique, c'est l'Angleterre qui avait ça, a saisi, a récupéré tout son nom, parce que l'Angleterre aussi a financé la Première et la Deuxième Guerre mondiale avec sa réserve d'or, a récupéré les entreprises qui étaient aux États-Unis. C'est comme ça, donc, en 1945, le traité de Bretton Woods, l'Amérique décide que c'est le dollar qui sera la monnaie commerciale, la monnaie de réserve. Et voilà comment, c'est comme ça qu'on crée dans les institutions comme le Fonds monétaire international, le FMI, et la Banque mondiale, basée aux États-Unis. Tu vois donc que sur le plan géostratégique et même géopolitique, ils ont l'emprise. À partir du moment où le dollar est la monnaie commerciale, tout le monde commerce maintenant en dollars. Tout le monde a commencé à commercer en dollars en 1945. Mais en 1945, le dollar, la monnaie était toujours convertible par l'or. Donc, c'est la guerre du Vietnam qui est venue donc essouffler économiquement l'Amérique. L'Amérique, voyant que sa réserve d'or, que se fonde comme neige au soleil, c'est là le président Nixon dit que stop, le dollar ne sera plus arrimé à l'or. Tu vois encore, on parle encore toujours de la loi du plus fort. C'est le plus fort qui décide. Le dollar ne sera plus arrimé à l'or. Cette fois-ci, ils vont commencer à imprimer le dollar comme ils veulent. Donc, ils ont commencé à imprimer comme ça, le dollar. Mais à partir du moment où le dollar n'est pas arrimé à l'or, mais qu'est-ce qui va donc faire en sorte que les autres aient confiance à cette monnaie-là? Parce que
Si les autres commençaient avec l'Amérique, c'est parce que oui, l'Amérique est déjà peut-être forte, mais l'Amérique aussi, parce que l'or garantissait, c'est-à-dire que la monnaie. Donc, à partir du moment où ce n'est plus l'or qui garantit la monnaie, et que l'Amérique a commencé à imprimer, c'est-à-dire que la planche à billets, ça a commencé à créer quoi? Perte de confiance. Ça a commencé à créer quoi? L'inflation. Donc, l'Amérique, sentant que la monnaie, comme la monnaie, le dollar ne se reposait sur rien, et voyait que ça crée de l'inflation, c'est-à-dire que aux États-Unis. Voilà comment l'Amérique va, le président Nixon va donc trouver le stratagème d'aller voir en 1974. Il va aux Émirats arabes unis, faire le deal avec le prince, comme quoi je t'apporte la protection, je te vends mes armes, en retour, tu dis que voilà, il faudrait que tu vendes ton pétrole en dollars. C'est la stratégie, les gars. En retour, il faudrait que tu vendes ton pétrole en dollars. Et tu vois, l'Arabie Saoudite, c'est un très grand producteur de pétrole. Donc, ça fait que si la Chine a besoin du pétrole, la Chine sera obligée de prendre le dollar, avoir le dollar pour venir acheter le pétrole. Si le Japon a besoin du pétrole, le Japon, c'est-à-dire, va déjà d'abord acheter le dollar et aller acheter le pétrole à l'Arabie Saoudite. Si, je vais dire, si l'Inde, si l'Allemagne, tous ces pays-là, et voilà comment, de fil à aiguille, tous les pays de l'OPEP adoptent la même stratégie de vendre leur pétrole en dollars. Et tu vois qu'à partir du moment où on vend maintenant le pétrole en dollars, le dollar se repose maintenant sur une valeur tangible. Parce que le pétrole, c'est une énergie. L'énergie, on a besoin d'énergie. Aucune industrie ne peut fournir, il ne peut pas avoir industrie s'il n'y a pas le pétrole. Donc tu vois que le pétrole, pour qu'il y ait de l'industrie, pour qu'il y ait la productivité, pour qu'on ait avec l'industrie agroalimentaire, la transformation, il faut le pétrole. Pour qu'il y ait le transport, les camions, il faut le pétrole. Quand je dis pétrole ici, ça peut être le gaz, ça peut être le mazout, ça peut être l'essence, ça peut être le kérosène. Il faut l'énergie fossile. Pour que les bateaux fonctionnent, il faut cette énergie-là. Pour que les avions fonctionnent, il faut cette énergie. Donc tu vois que c'est une énergie qui est indispensable. Donc quand je vous parle ici que si nous ne sommes pas autonomes sur le plan énergétique, ben on court dans le sac. Donc voilà comment l'Amérique tient donc tous les pays. Et tu vois qu'en termes de commerce international, si tu veux maintenant commercer, je parle de pétrole, si tu veux vendre maintenant le bois, si tu veux vendre le diamant, si tu veux vendre l'uranium, si tu veux vendre le fer, tu veux vendre le cuivre, si tu veux vendre tout ça, tu veux vendre des produits alimentaires, tu es obligé de passer par le dollar. Et ils ont aussi ce système bancaire de SWIFT où ils contrôlent le monde. Voilà comment l'Amérique a assis dans ce système de Ponzi où à chaque fois les autres travaillent, c'est eux qui gagnent en fait. Et ça les a permis, à partir du moment où tu vois maintenant tout le monde demande le dollar, l'Amérique peut imprimer maintenant ce dollar-là à sa guise, à volonté. Et en imprimant à sa guise, à volonté, elle peut créer le déficit. Elle sait que les gens auront tout besoin du dollar. Il ne pourra pas avoir inflation parce que le monde a toujours besoin du dollar pour pouvoir commercer. Et en imprimant en masse comme ça, ça permet à l'Amérique de baisser son taux d'intérêt. Et en baissant le taux d'intérêt, tu vois, les ménages peuvent aller prendre du crédit moins cher. C'est pour ça que tu entends parler du rêve américain. Les ménages accordent le crédit, ont les taux d'intérêt bas. Vont aller acheter les maisons, les voitures, les yachts, les ceci, vont créer des business. Les investisseurs vont pouvoir investir, les entrepreneurs vont pouvoir avoir des crédits à taux faible ou à taux zéro pour pouvoir entreprendre. Et c'est comme ça que l'économie américaine s'est développée. Et maintenant, de l'autre côté, les autres pays qui fonctionnent avec le dollar. À partir du moment où tu as acheté ton pétrole en dollars, ou tu as vendu ton pétrole en dollars, la monnaie, le dollar, tu l'as. Il faut bien que ça serve à quelque chose. C'est comme ça que les Saoudiens sont allés investir massivement, c'est-à-dire aux États-Unis, dans l'immobilier, dans les industries, dans la finance. Tu entends que les pays comme l'Arabie Saoudite, ils ont des obligations américaines en termes de milliers de dollars. La Chine a des obligations, 800 milliards de dollars d'obligations.
Le Japon a plus de 1200 milliards d'obligations. Parce qu'à chaque fois que tu prends, tu as cet argent-là. Tu vas faire quoi? Tu es obligé de venir investir dans l'économie. Donc voilà comment avec l'économie américaine, voilà comment l'Amérique s'est retrouvée en première place. Donc tu comprends maintenant que quand l'Iran dit qu'il faut dorénavant maintenant acheter en yuan, c'est parce qu'ils ont compris le game. Et c'est parce que c'est le système, c'est le système que les BRICS sont en train de mettre en place en fait. Tu as entendu parler des BRICS. BRICS qui est Inde, Chine, Russie, Afrique du Sud, Brésil. Tu as encore d'autres pays qui sont encore arrivés. L'Arabie Saoudite est aussi entrée dedans. Donc ils sont en train de vouloir que se détourner du dollar. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a toutes ces batailles-là. Et si se détourne du dollar, c'est l'économie américaine qui va chuter. C'est cette économie, c'est ce deal qui s'était scellé en 1974 qui va chuter dans le deal du pétrodollar. Voilà la stratégie. Et tu vois donc là maintenant que voilà comment les choses se jouent. Mais je te dis que Donald Trump est en train de commettre la même erreur que le président Uber a fait en 1930. Tu vois dans les prémices, il a fait la même chose. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné l'effet inverse que nous sommes en pleine crise là. C'est la récession, c'est l'inflation. Lui, il voulait voir, c'est-à-dire que il voulait que la Fed, que la banque fédérale, la banque centrale américaine baisse les taux d'intérêt, mais ce n'est pas en train de donner tel que cet effet. Tout au contraire, tel que c'est la flambée. Et tu vois maintenant les tensions encore géopolitiques sur le pétrole. C'est les prix qui deviennent encore de plus en plus chers. C'est les agriculteurs qui ne pourront même plus acheter les engrais. C'est les agriculteurs qui ne pourront plus avoir le pétrole, avoir le gaz, le coût de l'électricité qui devient encore cher, le coût de production qui va encore s'augmenter. C'est les transports qui vont coûter cher. Et c'est comme ça que ça crée donc la dépression. Et c'est comme ça que l'effondrement, qu'arrive, les amis. Ce n'est pas pour rien que depuis je vous parle d'effondrement. Tu comprends pourquoi je vous parle de ça? Il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre où est-ce que tu dois maintenant mettre ton argent. Je peux te dire tout ça, tu te dis comme Thierry. Oh, c'est bien beau ce que tu me dis là. Mais je vais laisser faire. C'est bien hein, ce que tu as dit, hein, mais les choses vont s'arranger tel qu'on l'a dit même. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de nouveau sur le soleil. C'est la grande dépression. On perd tout. C'est l'effondrement tel que des marchés. Quand je dis marché, c'est l'effondrement de la bourse. C'est l'effondrement des banques. C'est l'effondrement des institutions. C'est l'effondrement économique. Tu perds tout. Tu perds ton emploi. Mais quand il y a eu cet effondrement, quelles sont les personnes qui sont sorties gagnant là-dedans? C'est les personnes qui étaient stratèges. C'est les personnes qui sont allées, qui avaient les valeurs maintenant tangibles. C'est les personnes qui avaient la terre. Oui, même quand il y a la répression, même quand c'est chaud, les gens ont toujours besoin de manger. C'est les personnes qui avaient de l'or physique. Parce que Roosevelt, en 1933, avait demandé que tout le monde ramène son or. On a perquisitionné l'or de tout le monde. Tous ceux qui avaient de l'or nominatif, on a perquisitionné. On a demandé effort, c'est-à-dire que des guerres, effort national, on a pris tout. Dès qu'ils ont pris, même pas 8 mois après, ils ont augmenté le taux, la valeur de l'or, pour pouvoir booster l'économie. Donc il faut être très malin. Ce n'est pas pour rien que cette chaîne porte le nom de visionnaire. Ce n'est pas pour rien que je vous demande ici qu'on ait produit tel que sur l'écriture terroir. Ce n'est pas pour rien que je vous demande qu'on soit d'abord dans le secteur primaire. Qu'on commence à travailler même d'abord avec la houe, la machette. Parce que même cette machette-là aujourd'hui, est-ce que c'est nous qui avons la technologie? Est-ce que c'est nous qui fabriquons ça? Est-ce qu'on sait même déjà fabriquer la machette? Est-ce qu'on sait déjà fabriquer la houe? Pour commencer à demander qu'on te donne le tracteur. Donc tu vois, quand tu demandes qu'on te donne le tracteur, est-ce qu'ils savent produire les tracteurs tels qu'en masse? Combien de personnes auront le tracteur? Quand on te donne le tracteur, tu vois que le tracteur ne fonctionne pas à l'eau. Ça fonctionne encore au gasoil, au pétrole. Ça fonctionne à l'énergie. Ça coûte cher. Je suis allé à une convention. J'ai vu le prix d'un tracteur. 500 000 euros. J'ai demandé aux personnes qui animaient l'exposition. C'est beaucoup de concessionnaires qui venaient. Hein. Même les concessionnaires disent, mais un tracteur à 500 000 euros, qui va acheter? Curieux que je suis, j'ai posé la question.
à l'exposant. Il a dit, en France, il n'y a que 4 tracteurs comme ça en circulation. 4. Mais qui est malade d'aller acheter un tracteur à 500 000 euros? Et c'est des tracteurs qu'on ne produit pas en masse. Parce que c'est bourré de technologie, c'est tellement costaud. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Tu vas faire avec un à 500 000 euros. Or que nous présentons, on a besoin de machettes. Tu as l'énergie qui est humaine. Que quand c'est chaud, tu ne dépends de personne. Mais en travaillant comme ça nous permet aussi de réfléchir, de développer nous-mêmes notre science, notre technologie, de développer nos outils, adaptés à notre environnement. Parce qu'il faut comprendre que les moyens de répression aujourd'hui, ce n'est pas uniquement, c'est-à-dire que, comme je dis, que physique, ce n'est pas avec les armes, c'est économique, c'est technologique. Quand je crée ma technologie, je brevette ma technologie, je peux décider à qui je vends ça. Je peux décider qui doit utiliser. En cas de conflit, je peux dire, toi, tu n'utilises pas. Oui, monsieur, c'est ma propriété intellectuelle. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe là. Vous voulez les tracteurs, est-ce que c'est vous qui produisez? Vous voulez les tracteurs et vous voulez en même temps votre autonomie. Vous voulez en même temps votre indépendance. Vous êtes là, nous sommes là nous-mêmes à nous plaindre que ce sont eux qui viennent nous envahir. Ah bon? On vient vous envahir? Ok. Vous voulez être libre? Vous voulez... Ok, allez-y alors. On ne vous donne pas la technologie. On ne vous vend pas les armes. On ne vous vend pas tel que la science. On ne vous vend pas tel que le tracteur. On ne vous donne pas le pétrole. On ne vous donne pas le gaz. On ne vous donne pas les engrais. On ne vous donne pas les semences. Même pour vous défendre, on ne vous vend pas les armes. On ne vous vend pas, c'est-à-dire les chars, les avions, les radars, la communication. On ne vous donne rien. Débrouillez vous-même par votre propre chef. Les satellites qui sont là, on ne vous donne pas l'accès à ça. Mais j'ai comme l'impression que vous êtes dans le monde des bisounours. Quand je vois, c'est-à-dire que là, sur les réseaux, comment faire pour gagner l'argent? Je dis que l'argent, ce n'est que du papier. L'argent, c'est le papier et c'est basé sur la confiance. Si tu as l'argent là et que ça n'a pas de valeur, que personne ne s'intéresse, c'est ça quoi? On doit plutôt aller vers la valeur, vers la création de valeur, vers la création de valeur qui impacte les gens, dont les gens auront besoin. D'aller de plus en plus vers la valeur rare. C'est le B à bas. C'est comme ça que tu fais pour pouvoir être respecté, costaud, puissant. Que les gens aient envie d'être avec toi. C'est la même philosophie que je suis venu partager dans l'agriculture. Je suis allé vers les valeurs rares. Tu vois, quand je parle d'agriculture, je ne parle pas comme monsieur, madame, tout le monde. Personne ne parle comme je parle. Ça peut peut-être me valoir, je ne suis pas venu, comme vous dites, pour être populaire. Mais je viens véhiculer un message, une idéologie. Ne comprendons que ça, les personnes, comme je dis, les visionnaires, pas les plaisantins. Moi, je suis allé travailler dans l'ombre. Hein. Quand je viens te dire, je ne viens pas te demander. Quand je viens te dire que je produis le poivre, je ne viens pas te demander si c'est possible. Quand je dis que je produis le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain, l'igname, le palmier à huile, le njangsan, le bitako, là, je ne te demande pas si c'est possible. Hein. Je le fais. Mais je n'ai pas besoin de filmer, je n'ai pas besoin de savoir que mes vidéos font 1 million de vues ou que j'ai 200 millions d'abonnés. Non, c'est un fait. On travaille en douce. On évite la lumière. On évite le bruit. Nous sommes dans le bavardage, le papotage, la comédie. Voilà les faits historiques. Et ce n'est qu'un canevas que ces personnes suivent. Je peux parler comme ça, tu penses que c'est brutal. Tu penses que mes propos sont plus brutaux là que ce que nous sommes en train de vivre au Moyen-Orient. Ce que je dis ici, tu penses que c'est plus brutal que ce que nous sommes en train de vivre au Moyen-Orient. Et ce que nous sommes en train de vivre au Moyen-Orient qui est en train de nous impacter. Parce que bientôt, tu n'auras même plus à manger. Bientôt, tu n'auras même plus... Les denrées seront que multipliées par 20, par 10. Ton loyer, c'est même en train d'être fait. Les loyers, les factures, tout est multiplié. Mais ton salaire n'est pas multiplié. Comment tu veux qu'on te parle, mon gars? Comment tu veux que je te parle? Moi, j'ai vu ça. Je te dis que c'est quelque chose qui s'est produit en 1930. Va faire tes classes.
En 1930, il y a eu la Grande Dépression dès qu'en 1929. En 1930, le président Herbert Hoover a dit America First. Donald Trump n'a pas sorti ça de son chapeau. Il vient aussi avec la bonne intention qu'il vient faire le mec America Great Again, la vague MAGA. America First, ça a causé ce que ça a causé là. Nous, on n'est pas allé entreprendre, comme j'ai coutume à dire, par le plaisir, par le fun. Hein. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un phénomène de monde. Donc, tu dois comprendre l'histoire. Comprendre l'histoire. Comment ceux qui nous dirigent là, ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont là, ont fait. Comment ils ont fait. Comment ils ont fait pour arriver là. Comprendre l'histoire des personnes qui ont réussi. Ne récitez pas seulement pour réciter. Comprendre comment ils ont fait. Et quand tu vas faire quelque chose, demande-toi à qui ça profite. Ce que je vais aller faire là, à qui est-ce que ça profite? Où sont mes intérêts là-dedans? Je gagne quoi là-dedans? C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Mais beaucoup d'entre nous, vous voyez que on a des plaisantins qui sont là, brandissent à longueur de journée que ça gagne des millions, ça gagne des milliards. Mais tu gagnes des milliards, tu contrôles quoi en fait? Si tu gagnes des millions ou des milliards et que tu ne contrôles pas un pan de l'économie, tu es un plaisantin ou une plaisantine, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Parce que tous ces secteurs-là, que sont des secteurs de monopole. Chacun a monopolisé, chacun contrôle son système. Nous sommes dans quoi? Mais on braille à longueur de journée. On est dans le paraître, le show-off. Je suis dans une grosse voiture, tu penses parce que tu es riche, c'est toi qui as construit la voiture? Il y a une maison pris à crédit, c'est toi qui as construit qui contrôle les différents éléments? On se doit de changer. je me dois de parler comme ça pour nous secouer parce qu'il dit que c'est mental. La richesse est mentale. La richesse, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question d'état d'esprit. Donc, apprends à désapprendre. Tu vois, je viens de te bousculer là, non? Est-ce que tu savais que ce que nous sommes en train de vivre là présentement, ça s'est produit en 1930? Est-ce que tu savais que les taxes douanières que Donald Trump est en train de faire là aujourd'hui, le président Herbert Hoover a fait la même chose en 1930. Et ça a créé la dépression, ça a créé l'effondrement économique que l'Amérique a connu. Tu le savais? Pourtant, c'est l'histoire. Ce n'est pas la théorie du complot, hein. C'est l'histoire. Donc, ça demande de prendre du temps d'apprendre, de comprendre comment les empires sont créés, de comprendre comment les richesses se sont construites, de comprendre comment nous aussi, quelle est la stratégie, quelle est l'idéologie qu'on peut mettre en place, de comprendre que nous sommes dans un monde de rapport de force. Je vous dis ça à chaque fois. Que nous sommes dans un monde de rapport de force. Qu'en relation internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Donc, arrêtons de blablater, arrêtons la pleurniche. Personne ne viendra te que nous faire à notre place. Personne ne viendra te sauver. Ça, je te le dis clair. Donc, ce que tu dois faire ici maintenant, c'est de développer ton être. De développer en compétence. C'est pour ça que je partage ici énormément d'opportunités. Comprends que le salariat seul ne pourra pas te rendre riche. Et que la vie que tu mènes aujourd'hui, que c'est une vie, tu vis à crédit. Et que le système est bien fait ainsi parce que pour te maintenir dans ce piège de crédit, où derrière, tu n'es que là à alimenter ton standing en fait. Quand tu dis je suis bien habillé, je suis habillé en Gucci, en Dolce & Gabbana, en ceci, tu vas aller acheter Rolex, tu vas aller acheter Mercedes, tu vas aller acheter Porsche. Mais c'est un système. Tu enrichis qui? Ceux qui ont compris que on est riche parce qu'on possède, on crée de la valeur. Parce qu'on possède des patrimoines. Que la richesse, la liberté. Mais une fois que tu dois acheter ça, est-ce que tu es libre? Tu es enchaîné. C'est des crédits que tu vas prendre quoi sur 50 ans. Que tu vas travailler, tu seras esclave. Alors que les riches recherchent la liberté. La plus grande richesse, c'est la liberté. Cette liberté que je fais là maintenant, où je partage avec toi la valeur. Je partage avec toi la valeur sans contrainte. Je partage avec toi telle que ma façon de penser. Je ne suis pas là à vouloir penser comme tout le monde. Je ne cherche pas la validation telle que du groupe.
C'est ça la plus grande richesse, la liberté. La liberté, c'est que d'être auprès des personnes que j'aime. Ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces. La liberté de pouvoir te dire que savoir que je suis utile, de produire, l'audience, le bitacola, d'aller dans le secteur primaire, produire. Savoir que je suis utile. C'est cette même liberté de savoir qu'à la fin de la journée, c'est de se poser la question. Qu'est-ce que j'ai pu laisser? Qu'est-ce que j'ai pu apporter aussi? Alors, qu'est-ce que j'ai pu apporter? Quelle est la trace que j'ai laissée? Quel est l'héritage que je laisse à mes enfants, à ma famille, aux enfants de mes enfants? C'est ça, notre rôle ici sur Terre. C'est ça le rôle sur Terre. La personne qu'on va devenir. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Quelle est la contribution que tu apportes? Quel est l'impact que tu apportes? Et plus tu es en train d'impacter les gens, plus tu vas gagner ton argent. Quand quelqu'un viendra te dire, je gagne de l'argent, je suis millionnaire, je suis bullshit. Dis, quelle est la valeur? Qu'est-ce qui te permet de gagner cet argent? En quoi tu as dit que ça peut m'impacter? En quoi ça peut m'être utile? Moi, quelqu'un qui gagne de l'argent n'est pas là à dire que je gagne. Est-ce que tu vois Elon Musk, tu vois Dangote? Ce sont ses réalisations. Quand je viens te dire, viens produire le poivre, c'est peut-être parce que tu ne connais pas la valeur. Parce que le système n'a jamais le système ne vous a pas appris à comment gagner de l'argent. Parce que ce même système a amené la plupart des Africains plutôt dans l'administration. Beaucoup veulent être fonctionnaires. Beaucoup veulent le matricule. Beaucoup veulent aller dans la fonction publique pour gagner quel salaire? Le salaire de catéchiste. Tout simplement pour paraître que je suis au bureau. Mais ne sachant pas que, en partant, c'est-à-dire dans le secteur agricole, en prenant une spéculation comme le poivre, oh mon Dieu, je te dis poivre parce qu'il faut élever le niveau. Je t'ai parlé d'aller produire le manioc, le macabo, le taro, la banane, planter l'igname, le sorgho. Mais quand je dis poivre, je parle ici à la diaspora. Élève le niveau. On ne gagne pas parce qu'on travaille dur. Je suis conscient de ça. Quand je dis je travaille là-haut, non, je n'ai pas la prétention que parce que je travaille là-haut, parce que c'est dur, c'est pour ça que je gagne. Non. J'élève le niveau. On gagne gros parce qu'on apporte une compétence qui est au-dessus du niveau, parce qu'on apporte une valeur. Non seulement une valeur qui est demandée, mais une valeur rare. C'est pour ça que je te demande de te challenger, de venir faire le poivre. Parce que le poivre, c'est une valeur qui est demandée. Le poivre est la première épice, la première épice la plus consommée au monde. C'est la troisième culture la plus rentable au monde. Bon Dieu, si tu veux gagner de l'argent, où est-ce qu'il faut aller? Mais où sont les personnes ambitieuses telles que d'Afrique? Mais les Africains ne sont plus ambitieux. Les gens veulent plus aller faire les trucs de 100 francs, de 200, élevage de poulet de chair, 200. Je vous dis que ça ne gagne pas. Vous perdez plutôt de l'argent là-dedans pour les mêmes mécanismes que j'ai expliqués. Mais si tu vas faire dans le poivre, un état de poivrier, tu vas faire dans le manioc. Maintenant, si tu veux gagner du gros argent, c'est là où je t'amène dans le poivre. Je t'amène dans le palmier à huile. Tu commences à me faire quoi? Des vergers de palmier à huile. 20, 30, 40, 50, 100 hectares, tu passes à la phase de transformation. Tu exploses tout. Tu fais l'huile de palme, tu fais l'huile de palmiste, les touteaux de palmiste, tu peux faire avec les charbons écologiques. Tu vas me faire le bitacola. Qui te parlait de ça ici? Tu as vu, je vous dis, ne soyez pas des suiveurs. Mais Dieu merci, tu vois, l'idéologie que je partage, vous êtes nombreux et nombreuses à embrasser ça. Et certains d'entre vous passent à l'action. Mais j'aimerais que plusieurs d'entre vous passent à l'action. Parce que vous comprenez encore une fois de plus que si on veut être puissant, il faut être puissant sur le plan économique. J'ai dit oui, l'économie telle que tient, mais on se doit aussi d'avoir nos valeurs. Il faut être bien éduqué, bien informé. Il faut être calé sur le plan scientifique, calé sur le plan technologique. Respecter la culture.
respecter nos valeurs ancestrales, savoir, c'est-à-dire que vivre avec cohésion, qu'on ait des institutions fortes, qu'on ait, c'est-à-dire que une juridiction forte, qu'on ait des hommes politiques de qualité, qu'on ait des patriotes, qu'on ait une attitude patriotique. Parce que si on n'aime pas nos pays, si on n'aime pas l'Afrique, on court dans le sac. Et quand je vois beaucoup de personnes, beaucoup sont égarés, beaucoup sont perdus. Beaucoup ne s'aiment même pas. Il faut déjà s'aimer. Et pour s'aimer, il faut savoir où on va. Et la personne qu'on veut devenir, tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas. Il y a énormément de blessés, de guerres, des personnes qui ne s'aiment pas. C'est pour ça qu'on a des trucs comme le tribalisme, la jalousie, la haine gratuite. Pour ça qu'on peut voir des gens passer comme ça à longueur de journée dans les clashs, la calomnie. Comment tu peux passer ta vie comme ça dans le Congo, ça, à parler des gens, tu gagnes quoi là-dedans? Pendant que les personnes sont concentrées dans le Congo, ça, les Chinois sont en train d'innover. Ils sont avec l'IA. Ils créent des industries. Et c'est les mêmes qui vont finir le Congo, ça, à dire que bon, je vais aller en Chine, faire la China trip, China machin, China ceci. On marche où là? Pendant que la Chine est en train de produire en masse, Donald Trump bloque les frontières là-bas, que non, la Chine est en train de venir l'envahir avec ses produits. Nous, on est la China trip. On va acheter même les produits de pacotille que nous-mêmes, on pouvait fabriquer si on était sorti dans le Congo, ça. Si on était sorti dans l'oisiveté. Si on n'était pas que des feignants et des feignantes, si on n'était pas des paresseux et des paresseuses. Oui. Pendant que nous, on est là, on flémadise, les Chinois travaillent, les petits enfants chinois de 8 ans, ils fabriquent. Ils fabriquent même les iPhones, ils fabriquent des ceci, ils fabriquent des cela. Et nous, on va sortir là, venir être des consommateurs. On va aller en Chine, ils produisent moins cher. Pensez que si les Chinois avaient la même philosophie que nous, ils sont en train de produire comme ça. Ils sont en train de produire là. Si c'était des dormeurs comme nous, des dormeuses comme nous, oui, on est dans la fémania. Quand on a fini, on va venir tel que faire la fée. On va venir blablater, c'est-à-dire que venir mentir les nôtres. Non, on se doit de se mettre au travail. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la déflation. Si nous ne sommes pas en train de produire et que nous sommes uniquement en train de consommer les produits, soi-disant venus de Chine moins chers, je n'ai rien contre les Chinois. Je vous ai dit, je comprends l'économie. Pendant qu'on va consommer les produits, nous, on ne produit pas. Et ça crée la déflation. Pendant qu'il y aura des braves Africains, patriotes, qui vont prendre leur courage, prendre leurs moyens. Même comme on sait que c'est difficile, qu'on n'est pas accompagné, on va aller entreprendre. Les mêmes personnes, tu en as qui vont aller acheter les produits moins chers en Asie pour venir faire du dumping en Afrique. Comment vous voulez qu'on soit développé? N'oubliez pas, c'est ce qui s'est passé en 1930. En 2026, Donald Trump a ouvert les yeux qui dit que la Chine est en train de dominer le marché. Mais quand les Américains ouvrent les yeux, quels sont ceux qui ont créé ce système-là? Ce sont eux qui ont déporté les technologies, déporté les privés, aller là-bas parce qu'ils voulaient la moindre de moins chère. Les Chinois ont pris ça. Eux, ils ont fait le dos rond pendant 40 ans. Pendant que les Occidentaux étaient dans l'excès de confiance, que c'est eux les maîtres du monde. C'est eux qui ont la technologie, c'est eux qui ont la science. Ils sont restés dormis dans les lauriers, ils ne produisaient plus. Tout venait d'Asie. Soit disant que les Asiatiques, c'est la main de moins chère. Les Asiatiques aussi ont été malins. Ils sont pris. Maintenant, non seulement ils font le moins cher, ils sont dans l'innovation aussi maintenant. Pendant ce temps, nous en Afrique, on fait quoi? Nous en Afrique, on fait quoi? On consomme, c'est pas on consomme. Et vous voulez la liberté. Et nous, on veut la liberté avec ça. On veut la liberté avec ça. Ça va demander du courage. Hein. Ça va demander que chacun porte ses noyaux. Hein. Ça va demander qu'on aille travailler. Moi, je ne peux pas te dire ça autrement. Quand je vois comment on va chercher un président démocratiquement élu dans un pays souverain, on le sort. Moi, je me demande, mais nous, on compte même sur quoi? Toi, tu vas commencer à parler sur ton président, que tu comptes sur quoi? On peut se défendre avec quoi? Le bavardage.
Non, on se doit de travailler. On se doit de travailler. Ça ne va pas être facile, mais on se doit de travailler. On se doit de travailler. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à vivre avec les aides. Et ce ne sont même pas les aides, ce sont les prêts. Et c'est la personne qui te donne, qui dit que sa loi, hein, qui dit comment tu vas fonctionner. Hein. Et ces prêts-là sont faits exprès. Je vous ai expliqué le mécanisme. Ces prêts-là viennent détruire la productivité. Je te parle du 1930. Nous sommes encore en train de parler de ça en 1926, en 2026. Les finances sont venues détruire, c'est-à-dire que l'économie réelle. Comprends ce que je dis. Il ne faut pas faire HEC. Il ne faut pas faire Harvard. Ou peut-être parce que je n'ai pas fait Harvard. Ou je n'ai pas fait HEC. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Mais comprendre donc que ce système-là, tous ceux qui sortent de HEC, Harvard, Polytech, ils sont dans le moule. C'est ce système économique capitaliste qui les a fabriqués. Aujourd'hui, c'est que tous ces polytechniciens ne sont que dans l'administration, alors qu'ils devaient être dans la faisabilité, dans la pratique. On a pris tous les polytechniciens occidentaux, on les a mis dans l'administration. Et vous voulez aller compétir, on va aller compétir contre les Chinois, contre les Asiatiques. Et nous-mêmes, on est en train de faire la même chose. On prend tous nos polytechniciens, on prend tous nos faisans, on les met dans l'administration. Ils deviennent maintenant des administrateurs. Et vous voulez produire quoi? Et on sera là en train de rigoler. On ne peut pas produire avec la houe. On ne peut pas produire avec la houe. On ne va pas produire comme nos parents. On ne va pas produire comme nos grands-parents. Vos grands-parents, au moins, on peut leur accorder une chose. On peut te dire que... Moi, je donne 1 milliard de respect à nos grands-parents. Heureusement qu'ils ne sont pas restés là à nous attendre. Heureusement qu'ils continuent à produire. Et on a les administrateurs qui donc sont en ville, ils mangent chez moi. Ils attendent, ils mangent. On ne peut pas produire à la houe. Et tu es ton cerveau depuis que tu ne comprends pas produire à la houe. Quelle est la technologie que tu as produite? Quelle est la technologie que tu as produite en dehors de la matière? Même la houe et la matière, vous dit, ce n'est pas nous qui produisons ça. La matière est importée. La houe est importée. On ne produit rien. Pourtant, on a des polytechniciens. On a des ingénieurs en voiture, en voilà. Mais dont on a tous fougué uniquement dans l'administration. On dit les longs crayons, ils préfèrent dans les bureaux. Ils préfèrent attendre l'argent que les ONG vont donner, que les bailleurs de fonds vont donner. La corruption, pour commencer à rouler dans les grosses voitures, pour aller construire les grosses maisons, le proving, le show-off. Non, nous, on a pris ce courage-là, qu'on va aller travailler, même avec la houe, on va aller travailler. J'ai pris ce courage-là, qu'avec la houe, je vais aller travailler. Je ne vais pas dépendre du pétrole, parce que je sais que le pétrole, aujourd'hui, c'est un enjeu économique mondial, et que ce n'est pas nous qui avons le monopole dessus. Je vais choisir les cultures sur lesquelles ils n'ont pas le contrôle. J'ai créé mon propre système. C'est comme ça. Et un système qui va durer tel que sur plusieurs générations. Je vais sortir du bavardage. Je vais arrêter de me plaindre. Et aller créer mon propre système. Je vais arrêter d'accuser le gouvernement, les dirigeants politiques, parce qu'ils sont dans la matrice, ils sont dans un système. Ils sont piégés dans un système. Oui, monsieur. Et si on veut renverser les choses aussi, on se doit aussi d'être maintenant fort économiquement. Bâtir nos propres systèmes, comme Aliko Dangote est en train de faire. Comme Papa Dangote est en train de faire. Il crée des systèmes. Il pèse économiquement. Imagine un temps soit peu. Qu'on est comme ça, c'est-à-dire que 200 Aliko Dangote en Afrique. C'est un autre narratif, les gars. C'est un autre narratif. On crée notre propre histoire. Mais si tout le monde ne va que faire de l'import-export, si tout le monde ne va qu'acheter pour venir vendre, vous croyez qu'on n'aura qu'un narratif? Qui va nous respecter? Qui va nous considérer? Je peux rester dans des sujets comme ça, parler pendant, mais malheureusement encore, combien vont rester encore là? Quand je parle comme ça, certains ont déjà dit, je zappe. Certains vont dire, mais Thierry, vraiment, tu nous parles trop mal. Thierry, vraiment, on t'écoutait avant. Mais non. Si tu fais partie de la communauté des visionnaires, je parle ici peut-être pour les nouveaux. Hein. Les anciens savent comment on fonctionne ici. Hein. À date, c'est vrai que je n'ai pas des remarques comme ça. Mais pour une personne qui découvre la chaîne, va peut-être dire, je voulais m'abonner, mais je ne vais pas m'abonner parce que, non, je viens te dire vrai. Et tu sais, je ne te connais pas physiquement, on ne se connaît pas physiquement. Mais la vérité, c'est que tout ce que je dis, tu te reconnais dedans, tu sais que c'est vrai.
Mais si tu sais maintenant que c'est vrai, c'est à toi de faire le travail. C'est à toi de faire le boulot. Personne ne viendra le faire à ta place. Les choses ne vont pas changer par magie. Je te dis que depuis 1930, c'est là, c'est le système. Et c'est un système qui est vieux depuis de 200 ans. Le système capitaliste, c'est vieux depuis de 200 ans. Tu penses que tu peux venir changer ça comme ça? Tu peux venir changer ça comme ça? Tu regardes comment ça fonctionne, tu regardes comment ils font, tu t'adaptes. Tu crées ton système. Crée ton système en douce. L'Iran, qui est là, personne n'en grata depuis 40 ans, Mais on est en train de faire comme ça. Wow! Donc, depuis 40 ans, ils sont en train de créer une technologie comme ça. Ils ont misé sur l'éducation. 90% de taux d'alphabétisation. Ils ont les meilleurs scientifiques au monde. De tous sexes, femmes comme hommes. Ils n'ont pas négligé. Meilleurs scientifiques. Ils sont dans la technologie de pointe. Ils fabriquent eux-mêmes leur propre technologie. Oui, quand tu es personne non grata, c'est pour ça que je parle de résilience. La résilience t'amène à t'adapter. Mais je ne sais pas comment nous, les Africains, nous sommes, avec toute la souffrance que nous avons, avec tous les galères qu'on traverse, on devrait être des peuples de génie. Qui vous a dit qu'on prospère? Qui vous a dit qu'on excelle dans le confort? On excelle dans l'inconfort. C'est l'inconfort qui te fait t'exceller. C'est la frustration qui fait en sorte que tu donnes le meilleur de toi-même. Mais on voit des gens qui cherchent le confort. On voit des gens qui cherchent le confort. Tu n'as encore rien fait, tu es dans le confort. Tu prends tes décrets, ton argent, tu vas mettre dans le confort alors que tu n'as rien fait. On est encore dans un sous-développement, c'est-à-dire qu'abyssal, vous allez faire les R+10, R+20. Non, j'ai dit que le problème est mental. J'ai dit, si j'avais la baguette magique, j'allais commencer d'abord par changer le mindset. Et c'est le travail que je fais ici. C'est le travail que je fais ici. Donc, ça demande donc le courage de venir vous parler comme ça. C'est-à-dire que c'est un travail que j'ai fait dans la famille. Oui, ça demande le courage. Oui, beaucoup sont heurtés. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès de te bousculer. On ne réussit pas dans le confort. On ne réussit pas dans le confort. On ne donne pas le meilleur de soi-même dans le confort. C'est dans l'inconfort. C'est dans la résilience que les forts naissent. C'est de ça qu'il s'agit. Et beaucoup d'empires donc ont échoué ou ont perdu dans le confort parce qu'ils étaient tellement, c'est-à-dire que dans l'assurance de savoir que ça, ils dominent. Pendant qu'ils dormaient dans leur confort, les autres travaillaient. Donc, tu vois, là, ils sont en manque de munitions. Donc, ils n'ont même pas développé, c'est-à-dire que la chaîne industrielle, parce que pour eux, ils étaient dans le number one. C'est comme ça qu'ils sont venus. Et pendant que tu fais donc ça aussi, le problème économique, parce que quand tu t'étends de plus en plus, tu vas dépenser, c'est-à-dire que sur l'armement, au lieu de produire en chaîne les trucs moyens, tu vas produire la haute technologie et ça coûte cher. Tu as plusieurs bases comme ça, ils ont plusieurs bases et ça, il faut financer ça. Tu deviens, pour financer, c'est-à-dire que les guerres, ça coûte cher, l'économie s'effondre, la population commence à te mettre la pression que hey, nous, on préfère manger que d'aller faire la guerre. La guerre, ça nous apporte quoi? C'est comme ça que tu payes le truc. Il faut voir l'histoire. Il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Les histoires, c'est-à-dire que se suivent. Et elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. 1930, 2026, comme deux gouttes d'eau. Va faire tes classes. Voilà ce que je voulais partager. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. J'attends ton avis dans les commentaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.